L'actualité en République démocratique du Congo reste marquée par le décès du général Chirimwani qui a été aperçu au niveau du front aux alentours de la cité de Saké dans la province du Nord Kivu. Quelques heures après, des rumeurs ont gagné l'opinion nationale et provinciale, surtout la ville de Goma, par rapport à la disparition du général. Ce n'est que hier, tard dans la soirée, que le gouvernement de la République, après avoir tenu en toute urgence une réunion du Conseil supérieur de la défense, qu'un communiqué a été rendu public pour nous annoncer la mort du général Chirimwani, qui fut le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Dans la foulée, plusieurs mesures ont été prises pour venger le général décédé. Le chef de l'État, le commandant suprême, a instruit les forces armées de la République de repousser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Question de venger le général en récupérant toutes les localités prises par le mouvement terroriste M23. C'est dans ces cadres que nous sommes ici dans la résidence de l'honorable Germain Kombinga, président du parti politique Les Centres, qui nous accorde une interview exclusive pour donner son point de vue par rapport à la situation sécuritaire, mais aussi par rapport à l'actualité générale du pays. C'est avec lui que nous allons nous entretenir pendant une bonne dizaine de minutes. Nous sommes avec lui. Honorable, bonjour. Bonjour Patrick Lokala. Je rappelle que vous êtes président du Centre, parti politique que vous avez vous-même créé, que vous dirigez. Vous venez à peine d'organiser une séance d'échange de vœux avec le militant, le cadre, mais aussi les responsables du parti. D'abord, avant toute chose, je voudrais, je vous pose des questions sur la situation sécuritaire. Comment se porte le parti après cet échange de vœux avec les militants et cadres? Alors, merci beaucoup Patrick Lokala. Disons que nous avons senti le besoin d'échanger avec les cellules de base de la ville de Kinshasa et les volontaires centristes. L'idée globale pour nous, c'était de mettre nos troupes en ordre de bataille, parce qu'il nous semble plus que jamais essentiel de mobiliser au maximum tous les Congolais face au péril qui guette notre nation. Et ce péril, nous le connaissons, nous savons qu'il existe, nous vivons avec depuis près de 30 ans. C'est la volonté hégémonique du Rwanda, soutenue par des officines internationales qui, elles, ont des objectifs d'ordre économique. L'exploitation à vil prix des richesses du Congo dans le cadre de la transition énergétique, dans le cadre de la transition robotique et de toutes les évolutions qui conditionnent l'avenir de l'humanité. Ces ressources se retrouvant au Congo, ils ont depuis 30 ans choisi de travailler à travers un raccordement frauduleux et le Rwanda en est la tête de pont. Ce péril, après avoir échoué à travers l'AFDEL, après avoir échoué à travers le RCD, après avoir échoué à travers le CNDP, après avoir échoué dans sa première apparition avec le M23, s'essaye à nouveau dans cette nouvelle réincarnation du M23, combinée de façon bâtarde avec une espèce de groupuscule de Congolais, et il s'appelle dorénavant M23 AFC, si je ne m'abuse. Donc tout cela révèle l'ampleur du complot et la dangerosité de la démarche. Donc le Congo est à la croisée des chemins. Soit nous sommes la génération qui aura consacré la balkanisation de notre pays, c'est le schéma le plus plausible sur lequel ces gens-là travaillent, balkaniser le Congo, vassaliser la partie est de notre pays en transformant la partie orientale de la RDC en une espèce de colonie d'exploitation dirigée par le Rwanda, ou peut-être même imposer, si par une malchance extraordinaire cela devait arriver, un président fantoche à RDC et un vrai président qui serait Kagame. Cela est inacceptable. Là, vous faites carrément allusion à Corneille Nangaa. C'est lui qui serait préparé comme le président fantoche, comme les patins du Rwanda, une fois même
même dans les... C'est la 4e fois que le Rwanda s'essaye. Ils ont essayé avec Mzee Kabila, mais une année après, Mzee s'est tout de suite rendu compte des vraies intentions de ses partenaires et a réveillé l'ensemble de la communauté nationale congolaise. Et cet élan et ce réveil nationaliste court jusqu'aujourd'hui. Tous les Congolais savent très bien que les visées du Rwanda dans leur appui permanent à des rébellions RDC ne visent qu'un objectif hégémonique, expansion de leur territoire, économique, servir d'un comptoir illégal pour la commercialisation des matières premières en RDC. Ils installent une gouvernance plus ou moins acceptable chez eux, mais ils ont en face un territoire 100 fois plus grand que le leur dans lequel ils peuvent installer le pandémonium. C'est ce qui est en train de se passer dans ce pays depuis 30 ans et c'est ce qui est inacceptable. Moi, je dis aux Congolais du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, de se poser une seule question. La victoire que une certaine opposition, pas très maligne, souhaiterait de la rébellion sur les forces loyalistes et sur le pouvoir de Kinshasa, a-t-il un autre objectif que celui d'installer Kagame à la tête du Congo avec un président fantoche? A-t-il un autre objectif que la balkanisation du Congo? S'il y a un autre schéma, qu'on me le donne. Moi, je donne l'expérience. On a essayé cela, ce qu'ils essayent de nous vendre. Ça a été essayé en 96 avec l'AFDL. Mais on sait comment Mzee a réagi en 98 en constatant que ces gens n'avaient qu'un objectif: dominer le Congo, dominer les Congolais. Ils ont essayé avec le RCD. On sait ce qui s'est passé. Ils ont essayé avec le CNDP, aujourd'hui le M23. Il n'y a pas de suspense. La victoire de l'AFC, c'est la vassalisation, c'est l'humiliation de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'il s'agit de ce type de questions, ce n'est pas une question de régime, Patrick Lokala, ce n'est pas une question d'homme. Ce n'est pas j'aime Tshisekedi, j'aime l'UDPS. Si je suis le descendant de Lumumba, si je suis le descendant de Simon Kimbangu de Kimpanvita, c'est que je suis le fils de Mobutu, de Mzee Kabila. Je suis le fils de Tshisekedi. Et l'héritage qui est le mien, c'est un héritage d'orgueil, de fierté nationale. Ce n'est pas possible. Quelle est cette génération maudite que nous avons avec nous, qui peut considérer qu'au nom de la haine vis-à-vis d'une seule personne, mais cette personne passera. Kabila est passé. Tshisekedi passera. Mais ça sert à quoi que Tshisekedi passe si par votre duplicité, cette chute doit emporter le Congo dans ses frontières de 1960, si cette chute doit entraîner avec elle la dignité du Congo, pour que ce grand pays devienne une colonie rwandaise. Non. Il y a plus grand que cela à espérer pour notre pays. C'est le sermon que moi je fais. Moi, j'ai pas besoin de vivre dans un pays et de faire partie d'une génération qui aura été la honte de toutes les générations qui se sont succédées dans ce pays depuis les indépendances. C'est vers ça que nous nous dirigeons. Si la division continue à régner, une nation divisée ne peut pas gagner. Vous vous rendez compte? Il ne faut pas rêver. La victoire de l'AFC, Patrick Lokala, ce n'est pas la libération du Congo, je le répète. Et je m'adresse directement à nos opposants. La victoire de l'AFC, ce n'est pas la possibilité pour Martin Fayulu d'être président de la République. Ça n'arrivera jamais. La victoire de l'AFC du Rwanda, ce n'est pas la victoire de Moïse Katumbi comme président. Ça n'arrivera jamais dans cette hypothèse. Arrêtez de vous tromper de cible. Arrêtez de courir après l'ombre. Eux, ils veulent la proie, c'est le Congo. Ils ont un schéma principal. La balkanisation de notre pays. L'exploitation des richesses du Congo à ciel ouvert. Le Rwanda devenant un comptoir officiel. Ils ont un autre objectif, si c'est possible. C'est installer un président fantoche,
Ce ne sera pas Moïse Katumbi. Ne rêvez pas. Ce ne sera pas Martin Fayoulou. Ne rêvez pas. Et vous serez même étonné que ce ne soit pas la personne que vous pensez qui dirige l'AFC. Vous seriez étonné que ce ne soit même pas lui qui était le président du RCD avant la transition et qui est devenu vice-président. Ce sont des choix qui se font à d'autres niveaux. Et la seule question qu'on doit se poser en tant que nation, c'est est-ce que nous acceptons ce schéma qui est au-delà de la pseudo-puissance stratégique et militaire du Rwanda, la manifestation d'un schéma international. Ce que nous avons comme combat aujourd'hui, c'est incroyable de se dire que plus de 60 ans après, nous sommes toujours dans les mêmes combats que le combat de Lumumba, que le combat de Simon Kimbangu. C'est faire en sorte que l'indépendance de notre pays soit une réalité acceptée par tous, que ces richesses que nous avons, qu'ils acceptent qu'elles sont à nous. C'est à nos conditions qu'elles doivent être exploitées, partagées s'il faut, dans l'intérêt du Congo et de l'humanité, mais avec nous. Qu'on arrête de vouloir faire cela sans nous. C'était le combat de Lumumba. Et c'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait encore aujourd'hui. Les traîtres d'hier qui ont entraîné la mort de Lumumba, il y a toujours eu des traîtres, il y en a d'autres aujourd'hui. C'est ceux-là qui accompagnent pour une énième fois le Rwanda. Et c'est cela qui est inacceptable. La classe politique congolaise doit intégrer cela et comprendre que le linge sale se lave en famille. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons perdre et notre pays et notre dignité, et nous allons alors nous regarder un jour en se disant quelle génération honteuse nous avons été. Oui, très bien. Une question de relance, honorable Germain Kombinga. Est-ce qu'avec la disparition du général qui a été quasiment assassiné au front et la situation précaire de la sécurité dans la partie Est, je parle des provinces du Nord Kivu et celle du Sud Kivu, vous êtes sans ignorer que la ville de Goma est très menacée comme celle de Bukavu. Bref, l'insécurité gagne du terrain dans la partie Est. Avec cette insécurité, est-ce que cela ne peut pas vous pousser les chefs de l'État à renoncer à son idée de changer, de reviser ou de réformer la Constitution, parce que certains opposants pensent que la révision, la réforme, tout comme les changements de la Constitution, sont les lits de la balkanisation dans une situation où il est quasiment dans une insécurité totale et généralisée. Bon, d'abord, il faut éviter ce type d'amalgame qui confine à la politique politicienne. Ici, nous parlons de la guerre. Si nous parlons de la guerre, si nous parlons de la protection de notre territoire, parlons de ça, pas d'amalgame. Ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait pas 30 ans qu'il y a un débat sur la réforme constitutionnelle. Je veux bien qu'il y ait une hiérarchie, mais je veux pas qu'on fasse des amalgames. Ne mettez pas sur le même pied d'égalité. Et c'est ça le niveau de médiocrité de notre classe politique. Pourquoi est-ce qu'ils se transforment en gouailles bonimenteurs ? Pourquoi veulent-ils mettre sur un même pied d'égalité l'intégrité du territoire, qui est une question militaire, géostratégique, avec des implications internationales très importantes, des ramifications internationales, devrais-je dire. La tête de pont, c'est le Rwanda. Voilà le sujet. Pourquoi veulent-ils faire des amalgames ? Donc si on ne révise pas la Constitution, si on ne la change pas, Kagame se retire. Bunagana est libéré, c'est ce qu'ils veulent dire. Pourquoi ils mentent ? Pourquoi ils ne grandissent pas leur discours dans ce moment précis de l'histoire de notre pays? Quel est le lien? Il n'y a pas de lien. C'est pas eux qui balkanisent. Ils servent à rien, eux. Ils prennent du champagne dans les hôtels à Kinshasa et à travers le monde et font des conférences de presse. Ils meurent pas comme Peter Chirimwani sur le terrain hier, on l'a vu le matin. Voilà la vérité. Voilà la réalité. On l'a vu le matin, vous et nous. Et le soir, on nous a dit qu'il était mort avant-hier.
Parce que quelque part, vous avez parlé de l'unité, de la solidarité. Mais l'unité n'est pas... On ne peut pas conditionner. Le débat sur le changement ou la révision de la Constitution est venu justement, en quelque sorte, vous diviser au moment où le pays est attaqué. Mais non, ceux qui ne peuvent pas faire de hiérarchie dans leurs intérêts ne sont pas dignes d'être des politiciens. Lorsque l'Amérique est attaquée, lorsque George Bush est obligé de réagir, ce sont les républicains qui sont au pouvoir. Je n'ai pas vu les démocrates dire autre chose que soutenir l'armée américaine. Et pourtant, il y a eu des élections quelque temps après, et ils ont même failli gagner ces élections, les démocrates. Et c'est comme ça que ça se passe partout. Macron a été réélu parce que la France est à l'avant-garde de la guerre en Ukraine. Lorsque des intérêts vitaux sont en jeu, on ne fait pas des amalgames de politique politicienne. Moi, je vous dis, Patrick Lokala, Peter Chirimwami est mort. Général-major, gouverneur militaire. Ça, c'est du concret. C'est la réalité de la menace. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. C'est un autre débat. Et moi, je manquerais à mon devoir patriotique si je devais faire ce type d'amalgame. Je trouve ça honteux de la part de nos politiciens. C'est une honte de faire de tels raccourcis intellectuels. Donc vous pensez qu'on ne peut pas suspendre le processus sur les changements de la Constitution? Mais qui en parle aujourd'hui? À cause de l'insécurité. Mais d'abord, c'est complètement idiot comme raisonnement. Vous avez vu quelqu'un parler de la révision constitutionnelle ces derniers jours? Vous avez vu le président de la République parler de la révision constitutionnelle? Il a parlé de la révision et du changement de la Constitution comme un débat national qui peut avoir lieu à tout moment. Mais là, dans la situation précise, où le gouverneur militaire de la République démocratique du Congo dans le Nord Kivu est tué par des assaillants, soutenu par le Rwanda, et qu'il y a une forte menace sur Goma, avez-vous vu le président de la République parler du changement de la révision constitutionnelle? Tous les efforts et toutes les concentrations, quand il y a une situation d'urgence comme celle-là, sont dirigés vers un seul but, c'est gagner cette guerre. Comment vous arrivez à mettre sur le même pied d'égalité, en termes de réflexion intellectuelle, la question cosmétique, j'ai presque envie de dire, parce qu'il s'agit d'un contrat entre nous, comment on fonctionne, et la question fondamentale de notre souveraineté, de notre mainmise sur notre territoire, qui est le domaine du rapport de force. Vous n'êtes pas fort, on vous arrache ce pays. Ça n'a rien à voir avec des papiers, des mots couchés sur un papier. C'est des balles qui sifflent. C'est des vies qui sont engagées. La mort du général Peter Chirimwami, ce n'est pas un roman, ce n'est pas de l'encre sur un papier, c'est de l'encre de sang. C'est l'écriture de notre histoire à l'encre de sang. C'est ça la priorité aujourd'hui. C'est quoi le lien? C'est quoi l'intérêt? Donc, pour vous, Goma peut tomber, la partie Est, on peut perdre, on peut mettre Kagame à la tête de la République démocratique du Congo, parce que c'est ça, le plan. Et cette fois-ci, ils ne reculeront pas. Il est au maximum de sa mégalomanie. Vous laissez gagner la FCC, Kagame va diriger ce pays avec l'expérience des erreurs du passé. Il saura ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas tomber dans les erreurs de 98, de 2003, et ainsi de suite. C'est cela le vrai problème. Très bien. Alors, il n'en a pas d'autre. Ne mélangez pas les débats. La question constitutionnelle, c'est coucher des pensées, des réflexions entre nous sur papier, avec de l'encre, de l'encre. Mais la question de notre intégrité territoriale et de la guerre à l'Est, c'est une question de sang. C'est la question de la terre. C'est la question de notre honneur, de notre dignité en tant que nation. Bon sang, nous sommes le pays de Mobutu. Nous sommes le pays de Lumumba, bon sang. Qu'est-ce qui se passe chez les Congolais? Vous êtes prêts, pour vos petits problèmes personnels, à entraîner toute une nation dans l'erreur et dans la division, en laissant avancer le Rwanda? Non. Moi, je pense qu'il faut tirer une sonnette d'alarme. Et ce reproche, nous ne le faisons pas qu'à l'opposition. Et c'est très bien, d'ailleurs, que vous me posiez la question. Je pense que le président de la République lui-même
son entourage, ceux qu'il a mis en responsabilité, doivent se réveiller également et être eux-mêmes les vecteurs de cette union nationale dont on a besoin. On a besoin de tout le monde. Que les gens arrêtent de distraire le chef de l'État par des luttes de positionnement personnel. La République ne peut plus se permettre des économies d'initiative. S'il faut rappeler le général Etumba comme conseiller, il faut le faire. S'il faut rappeler le général Baramoto comme conseiller officieux, il faut le faire. S'il faut rappeler le général Olenga, il faut le faire. S'il faut consulter Kengo Adondo, il faut le faire. S'il faut discuter avec Matata Ponyo, il faut le faire. C'est comme ça qu'on gagnera. C'est dans l'unité. Bien sûr, l'opposition doit mettre sa haine de côté, mais peut-être aussi que le pouvoir devra mettre son orgueil en berne. Et ce n'est que comme ça que les points de vue se rapprocheront. C'est la parole du centriste que je suis. Je pense que dans la situation actuelle, chacun doit faire un pas vers l'autre. Il y a une responsabilité de la part du pouvoir et du chef de l'État, parce que la nation est en péril. On ne va pas continuer à faire la politique de l'autruche, mais il y a une grande responsabilité aussi de l'opposition, qui doit arrêter de penser que tout ce qui compte, c'est le cortège de Tshisekedi. Parce que ça passe. Voilà. Très bien. Alors pour finir, honorable Germain Kambinga, les rumeurs de la disparition ou du décès du général Peter Chirimwani s'étaient répandues comme une traînée de poudre hier, jusqu'à ce qu'on nous l'a confirmé tard dans la soirée. Le président de la République a instruit le Conseil supérieur de la magistrature, les militaires, à venger le général en repoussant jusqu'à son dernier retranchement. Vous avez suivi le compte-rendu de ces conseils supérieurs de la défense. Est-ce que vous pensez que la réaction du gouvernement congolais est suffisante, d'autant plus que l'opinion s'inquiète sur l'ouverture des frontières avec le Rwanda, l'opinion s'inquiète sur l'ambassade du Rwanda qui est opérationnelle. Est-ce que vous pensez que la réplique du Congo, après la disparition de ces généraux, est assez remarquable et suffisante pour faire reculer l'adversaire? On va finir par là. Alors déjà, moi je vous ai dit, le sacerdoce du mouvement centriste, c'est un sacerdoce de vérité. Il est évident que notre gouvernement ne s'est pas encore mis au diapason de la guerre, des enjeux stratégiques et militaires qui s'imposeraient pour rencontrer cette problématique. Ça, c'est une évidence. Et pourquoi ? Mais il faut leur poser la question. Le président de la République a une vision. Le gouvernement en est le dépositaire. Tant qu'on va considérer la question de la guerre comme un sujet, comme un autre, et non pas une priorité, sinon la priorité la plus préséante dans l'organisation et le fonctionnement du gouvernement, les résultats seront toujours mitigés. Le gouvernement de la République doit être un gouvernement de guerre. Il n'y a aucune nation au monde qui fait face à la menace que subit la République démocratique du Congo et qui a un gouvernement de convenance. Il nous faut un gouvernement de guerre. Notre gouvernement doit se mettre en mode guerre, économie de guerre. La partie ouest, pour la production, pour la mobilisation des moyens. D'ailleurs, on n'a jamais eu autant de moyens. La différence entre le budget dont nous disposons aujourd'hui et le budget de Mzee Kabila est presque de 1%. Ça veut dire si lui, il avait 200 millions, nous, on a presque 14 milliards. S'il y avait 30 millions, 40 millions pour l'armée, aujourd'hui, on a presque 1 milliard pour l'armée. Donc, on a tous les moyens qu'il nous faut pour mettre notre gouvernement en mode guerre. Ça veut dire la partie ouest, le centre de production, la partie est, le centre de protection. Toute notre organisation et notre économie, notre processus de développement doit se faire en tenant compte de cet impératif. Si nous avons des dirigeants politiques au sein du gouvernement qui traitent la question de la guerre
de manière similaire à toutes les autres questions, ce qu'on n'a pas compris la problématique, c'est qu'on sous-estime le danger. Et à ce niveau, je crois que le gouvernement de la République doit faire un effort. Il ne faut pas mentir au président de la République. Tous les Congolais sentent bien que ce gouvernement n'est pas un gouvernement de guerre. Pouvez-vous comparer ce gouvernement avec le gouvernement qui a accompagner Mzee Kabila? Donc vous appelez le chef de l'État à mettre en place un nouveau gouvernement? Non, moi je n'appelle le chef de l'État à rien du tout. Je fais des analyses et à chacun d'en tirer les conséquences. Nous avons un gouvernement. Changer de philosophie et de mode de fonctionnement du gouvernement, on n'a pas besoin du président de la République. On a une première ministre. C'est son rôle aujourd'hui de mobiliser les approches stratégiques, économiques et financières pour doter l'armée des capacités de renseignement et des capacités logistiques pour gagner cette guerre. Gagner une guerre, c'est le renseignement. Gagner une guerre, c'est la logistique. Le gouvernement est là pour ça. Mobiliser ses moyens, organiser la rationalité dans l'utilisation, mise en place d'une politique d'efficacité, ça veut dire les instruments au service des objectifs, mais surtout d'efficience. Ça veut dire atteindre les résultats au moindre coût. C'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle de la première ministre, la commission sécuritaire du gouvernement. Tous les services dépendent du gouvernement. L'ANER dépend du gouvernement, l'ADEMIAP du ministère de la Défense, et ainsi de suite. Donc c'est à eux de le faire. Moi je pense que si aujourd'hui la première ministre se disait « Je suis une femme, mais je suis la descendante de Kim Pavita, une grande guerrière », on le sentirait. On n'est pas là pour rêver. Aujourd'hui, on a plus des actions cosmétiques et spectaculaires. On est dans une course effrénée à la popularité sur Internet avec zéro résultat concret. Le résultat est pour le moment introuvable. Et aujourd'hui, vous me parlez de guerre. Mais je ne suis pas un affabulateur. Moi, je pense que le gouvernement doit changer son fusil d'épaule. C'est dans leur cap. On n'est même pas obligé de changer de gouvernement en réalité. On a juste besoin de voir la première ministre et ses équipes se dire « La RDC est en guerre, nous sommes menacés, le président nous a fait confiance, allez, qu'est-ce qu'on doit faire dorénavant ?» On réunit les experts, on met en place une approche stratégique, on évalue, chronogramme, mise en œuvre, des indicateurs de performance, et on avance dans cette optique. Et la guerre que Kagame nous fait, en fait, c'est quoi cette guerre? C'est une guerre d'intelligence. Kagame est convaincu qu'il est plus intelligent que tous les Congolais. Il est convaincu qu'il est le dirigeant le plus intelligent de l'Afrique. Vous avez d'ailleurs vu sa dernière intervention, dans laquelle il attaque directement notre président. C'est de la mégalomanie. C'est un homme qui est frappé en plein par le complexe d'Adler, complexe de supériorité. À son intelligence supposée, il faut lui opposer une intelligence réelle, celle de Congolais, à même de réfléchir et de poser les problématiques telles qu'elles se posent. Très bien, honorable Germain Kambinga, pour finir, l'état de siège décrété dans la partie est du pays a démontré de ses limites. Aujourd'hui, Goma est menacé, Bukavu menacé, un général vient de tomber et plusieurs militaires aussi sont tombés. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a lieu de passer de l'état de siège à l'état de guerre, à la déclaration de la guerre, comme levé une grande partie de l'opinion congolaise? On va finir. En réalité, le débat que les Congolais adorent, c'est les débats sémantiques. Les Congolais, ils adorent Molière, ils adorent Voltaire, ils aiment bien les phrases. Mais je pense qu'au-delà des phrases, ce qu'il faut, ce sont des actes. Je vous ai donné ma position, vous la connaissez, il y a une problématique. Il y a une source de motivation qui est la dignité nationale. Maintenant, il faut des actions encore plus importantes. Je vous ai dit qu'on traite cette question depuis des années comme une périphérique. Il faut la mettre au centre. Combien de fois, depuis le matin, les Congolais se sont réveillés en se disant on ne peut plus avancer parce que on a des problèmes à l'Est. Combien de fois pensons-nous à l'Est, à part des périodes circonstancielles comme c'est là où ça chauffe? Dans un mois, s'ils prennent Goma, on va crier une semaine. Et 2 semaines après, on va s'habituer, un mois après, on va s'habituer, chacun passera à autre chose, ce sera naturellement. Les gens vont s'organiser. Ah tiens, j'ai mon cousin à Goma, je prends un avion pour tel pays, je descends au Kenya, ouais. Et la vie va continuer. C'est ça le problème. Donc, les mots, état de siège, état de guerre,
déclaration de guerre. Mais on est déjà en guerre depuis des années. Ce qu'il faut, c'est renforcer le renseignement militaire, c'est renforcer nos capacités logistiques. Moi, avec le mouvement centriste, on a proposé il y a quelques années, ce que je viens encore de proposer, ça veut dire les états généraux de la sécurité nationale. On a notre haute école, notre école de stratégie militaire, on a nos généraux, on a nos services de renseignement militaire, on a nos hauts gradés, que tous ces gens-là s'asseyent et se posent juste une question de dignité. Parce que moi je suis économiste. Le jour où il faut s'asseoir et réfléchir sur des stratégies pour faire mieux économiquement, si on m'appelle, j'aurai des idées. Mais c'est eux les militaires. Ils doivent se dire, est-ce que les militaires rwandais sont forcément plus intelligents que nous? Est-ce que les services de renseignement rwandais sont forcément meilleurs que nous? C'est une question de dignité et d'honneur personnel. Vous arrivez à faire ça avec un gouvernement qui se met au diapason de la problématique, on a des solutions. Avec une nation et une population qui, comme en 98, se réveille et dit « Ah non, nous ne l'acceptons pas ». En 98 comme en 2004, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2004, Kagame a encore essayé avec Mutebutsi et Kunda. Ils avaient réussi à prendre Bukavu. Mais c'est la réaction populaire. Donc c'est ce mélange détonnant qui peut être la solution. La question de l'état de guerre, l'état de siège, tout ça c'est la rhétorique de salon. La vérité ici, c'est que nous avons une guerre. Notre gouvernement doit se mettre au diapason de la problématique si nous voulons la gagner. Voilà. Voilà, merci beaucoup, honorable Benjamin Kambinga. Avant de vous prier, si vous souhaitez vous lever pour accueillir le président Kambinga Katoka. Quelques membres du mouvement centriste et quelques volontaires en cette début d'année pour donner les perspectives, mais surtout circonscrire la philosophie du combat qui va être le combat du mouvement centriste dans les semaines, dans les mois qui viennent. Il n'y a pas une autre priorité dans ce pays en ce moment que la guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Le boucher de Kigali, M. Kagame, a décidé depuis 30 ans de faire de notre pays la vache à lait du Rwanda. Il ne s'agit pas ici d'une rhétorique politicienne. Il s'agit d'une vérité historique qui prend ses racines telles que nous, contemporains, nous pouvons l'appréhender dans le milieu des années 90. Exacerbée par une conférence nationale qui a été, bien sûr, à l'amorce de notre démocratie, la cohésion nationale s'est vue effritée. Le pouvoir de M. Mobutu était devenu un handicap pour ce pays. Plus de fonction publique, plus d'État, plus d'armée. Les institutions étaient déliquescentes. Nous avons tous, je dis nous parce qu'il y a une solidarité générationnelle et historique, considéré, et d'ailleurs ça se disait à l'époque, tout le monde, même un chien, à la place de Mobutu. Vous vous souvenez, c'était le moment, un grand moment de vivacité démocratique. Certains sont jeunes, nous sommes tous, moi je devais être adolescent à l'époque, mais nous nous rappelons que nous étions prêts à tout, absolument tout, pour mettre fin au régime Mobutu.
Résultat, lorsqu'à la faveur, en réalité, de la mise en œuvre d'une politique que nous ne soupçonnions pas, qui était celle d'une communauté internationale avec en tête de pont le Parti démocrate américain, Bill Clinton et autres à l'époque lançaient quelque temps avant ce qu'ils appelaient l'initiative pour la Nouvelle Afrique. Il s'agissait de faire émerger certains leaders africains qui incarneraient, selon eux, un peu plus, en réalité, l'idéal de collaboration entre l'Afrique et l'Occident, qui leur semblait être le mieux à même de garantir leurs intérêts pour les années qui viennent. Les années qui viennent sont les années que nous vivons. Nous avions déjà commencé à amorcer dans les réflexions prospectives de ces nations la question de la transition énergétique, écologique, l'évolution technologique, les nanotechnologies, la transhumanité, les enjeux de demain. Vous avez entendu le président Trump qui parle de l'homme sur Mars, de nouvelles planètes à coloniser. Eh bien, ça fait 30 ans qu'ils avaient anticipé cela et qu'ils avaient prôné ce qu'ils appelaient la Nouvelle Afrique. Et dans la mise en place de cette stratégie, ils ont utilisé les Congolais, parce que nous sommes le cœur de la mise en œuvre de cette stratégie au niveau de la sous-région, parce que toutes les richesses se trouvent au Congo. Cobalt, cuivre, coltan, lithium, tout ce qu'il faut pour la réalisation des objectifs géostratégiques d'aujourd'hui existait au Congo et existe toujours au Congo. Il fallait donc balkaniser le Congo. La chute du régime Mobutu, dans leur esprit, était un prétexte. Nous, emportés par cet élan démocratique, tout nouveau, nous étions prêts à tout, pourvu que nous arrivions à mettre fin au régime de Mobutu. Nous avons, pour ce faire, pactisé avec le diable. La mise en place de ce projet de la Nouvelle Afrique, avec comme instrument le pouvoir de Kigali qui sortait d'un génocide et qui se reconstituait, bénéficiait dès lors de cette espèce de commisération internationale, se vu être la tête de pont de la chute du régime de Mobutu. Le régime de Mouzé Kabila s'est installé, mais une année après, ils se sont rendus compte que c'était intenable. Séparation, en août de 1998. Le Rwanda se replie, crée une nouvelle rébellion. Nous sommes passés donc d'une rébellion soutenue par le Rwanda qui s'appelait l'AFDL, qui a pris le pouvoir, qui s'est émancipé parce que ce n'est pas possible pour tout vrai Congolais d'être esclave du Rwanda. Ce n'était pas possible. Une année après, Mzee Kabila a décidé de redonner au Congo son indépendance vis-à-vis du Rwanda et de cette communauté internationale qui voulait faire de notre pays une vache à lait. Des rébellions sont créées à la suite de cela, en 1998, dont la plus importante est le RCD Goma. Ça veut dire le Rassemblement congolais pour la démocratie, mais en réalité un supplétif du Rwanda. Ils ont géré cette partie du territoire de 98, on va dire, en 2003, lorsque démarre le processus transitionnel à RDC. 5 ans presque. Ils n'ont pas réussi à mettre fin au FDLR, raison principale de leur présence au Congo jusqu'aujourd'hui, motif fallacieux. La transition se met en place. Ce n'est pas suffisant pour eux. Ils sentent leurs intérêts menacés. Ils font une première approche en 2004, une première tentative en 2004, avec la prise de Bukavu, Kunda, Mutebussi. Marche monstrueuse à Kinshasa, des étudiants de toute la société quinoise à Bukavu, révolte totale, la communauté internationale étant à l'avant-garde de la transition, se mobilise, grâce au général Moussa Mabé notamment, au niveau interne, et aux forces armées de la République démocratique du Congo, nous arrivons à faire échec à cela. Ensuite, K1, nous allons vers des élections
en 2007-2008, non satisfait de constater que tel que les choses vont avec l'avènement de la Troisième République, il est fort à parier que leur influence sur les richesses du Congo baissera. Il lance un autre mouvement, le CNDP avec Kunda, vous vous souvenez, et ça recommence fortement. Bien sûr, entre-temps, il y a toujours des groupuscules armés. Kunda, CNDP, les accords de 2009, ça ne marche pas. Et on arrive au M23 en 2012 qui pousse jusqu'à prendre Goma. En 2012 plutôt, devrais-je dire, en 2012. Goma tombe, offensive diplomatique et militaire, général Etumba, chef d'état-major général, le général Olenga nommé chef d'état-major des forces armées terrestres, offensive diplomatique du président Kabila, combinée avec l'offensive militaire, ont réussi à circonscrire l'évolution du M23. Différents accords sont signés, Addis Abeba, en Ouganda, et ainsi de suite. Le M23 se recroqueville et reste comme une espèce de cellule dormante. Mais réellement, le Rwanda n'a toujours pas abandonné ses ambitions hégémoniques sur le Congo. Résultat, nous nous retrouvons une fois encore dans ce même problème qui a commencé au milieu des années 90. Ça veut dire fondamentalement, ici, ce que nous jouons, c'est l'avenir de notre pays, dans les frontières héritées des indépendances. C'est notre dignité en tant que nation. Nous avons essayé, en 1996, avec le Rwanda, Mzee a vomi cette initiative en constatant que ces amis-là n'ont qu'une seule ambition, c'est coloniser pour tout ou partie la République démocratique du Congo dans un élan hégémonique. « 1998, après l'AFDEL, le RCD Goma. Même logique, nous arrivons à contenir cela. Aujourd'hui, le M23, c'est la même logique. Nous luttons pour la dignité. Nous luttons pour l'avenir de notre pays. Nous ne pouvons pas être la génération politique, la génération contemporaine simplement, ou globalement, ou la société contemporaine qui aura échoué à préserver l'intégrité territoriale du Congo, à accepter la vassalisation de la République démocratique du Congo. Nous aurons, si cela arrivait, été une génération indigne. Lorsque le combat est à ce niveau, il ne s'agit pas d'un homme. Et c'est là où l'opposition se trompe. Il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas d'un pouvoir. Il s'agit d'un pays, il s'agit d'une nation. Ici, ce n'est pas le combat contre l'UDPS, ce n'est pas le combat contre Tshisekedi, c'est le combat pour la dignité congolaise. Il ne faut pas se tromper. Il n'y a aucune alternative à la solidarité nationale, dans le cas d'espèce. Aucune. Il n'y a aucun schéma de libération. L'AFC, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'AFC est la troisième tentative structurée, disons la quatrième tentative structurée de Kigali. AFDEL de 96, pas l'AFDEL d'après qui s'est amendé, le RCD, le CNDP, le M23. C'est la quatrième tentative. Cinquième dans l'action forte, mais structurellement, c'est la quatrième tentative. Ils n'ont aucun autre schéma. Et il n'y en a pas. Pour ceux qui rêvent, parce que opposants, que cette rébellion renverse le régime de Kinshasa. Je parle de rêve parce que je ne crois pas que cela soit possible. Si c'était possible, lorsque Mzee Kabila a été assassiné, ils auraient pris le pouvoir. Ils n'ont pas pu prendre le pouvoir en 2001.
parce que ils ont compris que l'éveil de la conscience patriotique et nationaliste est à ce point chevillé dans l'esprit de tous les Congolais que l'épisode de 97 avec l'arrivée des Rwandais et des Congolais à Kinshasa, ce n'est plus possible. Ils le savent. Donc ce qui est en train de se jouer, ce n'est pas l'hypothèse d'une victoire simplement de la FCC qui consacrerait dans le fait l'existence d'un président fantoche travaillant pour le Rwanda. Voilà le schéma 1. Vous, tel que vous êtes là, Congolaises, Congolais, Congolais du Nord, Congolais du Sud, Congolais de l'Est, Congolais de l'Ouest, êtes-vous prêts à accepter cela? Parce que c'est ça que la FC veut faire. Un président fantoche ayant derrière le vrai président qui sera Paul Kagame. Êtes-vous prêts à accepter cela? Parce que c'est ce qui va se passer. Si la victoire n'était pas celle de la patrie, celle des patriotes, mais celle des traîtres, qui ramènent les Rwandais qui veulent ramener les Rwandais à la direction de cette nation, ce que faisait Kabila, après l'avoir constaté, a dénoncé, et il a fait sortir une phrase qui est restée comme le mantra de tous les Congolais: ne jamais trahir le Congo. Vous êtes prêts à refaire cela? Avoir un président fantoche et avoir comme réel président Paul Kagame dans cette terre de nos ancêtres, la terre de Lumumba, la terre de Kimpavita, nous, Congolais, peuple de l'orgueil, peuple de la fierté, nous, la patrie, le Zaïre d'hier, qui faisions rêver l'Afrique et le monde. Sommes-nous prêts à devenir cette nation vassale de Paul Kagame? C'est le schéma 1, bien qu'hypothétique, que nous propose cet AFC. Mais le schéma le plus plausible, mais néanmoins inacceptable, sinon encore plus grave, c'est celui de se dire qu'en réalité, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas atteindre Kinshasa et qu'ils n'ont qu'un seul objectif, c'est la balkanisation du Congo. Occuper la partie orientale, installer une colonie de fait, la partie orientale de la RDC devenant une colonie de fait du Rwanda, raccordement frauduleux, exploitation de nos richesses, Congolais du Nord, Congolais du Sud, Congolais de l'Est, Congolais de l'Ouest, Congolais du Centre. Voilà le schéma que nous propose cette rébellion fantoche de l'AFC. Êtes-vous prêts à être la génération qui va accepter la balkanisation? Faire que définitivement, la partie est de notre pays devienne une colonie rwandaise. Voilà les deux schémas. Il n'y a aucun schéma dans ce que fait l'AFC qui peut aboutir à une libération du Congo. Ça n'existe pas. Je mets à défi tous les intellectuels congolais, de l'opposition, du plus grand des opposants au Kidam, de me prouver dans leur fort intérieur et face à leur conscience, par quel schéma une rébellion, une énième structure soutenue par le Rwanda serait porteuse de perspectives de libération pour le pays. Oui, vous n'aimez pas Tshisekedi. Oui, vous n'aimez pas l'UD, vous n'aimez pas ce régime, dont acte.
Mais je suppose que vous aimez le Congo. Je suppose que vous aimez le Congo. Êtes-vous prêt à sacrifier le Congo pour le plaisir cosmétique d'un changement de régime au profit du Rwanda? Parce que ce qui va se passer, c'est que si l'AFC gagne, Kagame préside le Congo. Ce n'est pas Fayulu qui présidera le Congo. Ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas Moïse Katumbi qui présidera le Congo. Oui, la victoire de l'Alliance Fleuve Congo Hôtel, c'est mettre indirectement M. Kagame au pouvoir dans ce pays. Il n'y a pas d'autre schéma. Et les Congolais doivent le savoir. Trêve de mensonges. Arrêtez d'être la nation de la honte. Peuple congolais. Si nous avons des problèmes avec notre pouvoir, le linge sale se lave en famille. Que le peuple se réveille, que les leaders politiques se réveillent. Il n'y a aucun schéma, je le répète, dans la victoire de l'AFC qui consacrera le sort de notre démocratie. C'est 30 ans de recul qui se jouent. C'est la dignité de notre génération. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Un peuple uni ne peut pas perdre, quelles que soient les implications extérieures de la communauté internationale, parce qu'elle est derrière. Vous savez, chez nous, au Congo, on dit « Sokiomoni, mwana so soit on dit Sinzungu, c'est que maman naïe azanase. Kagama koki kosakanana Congo boete, azaye mon côté. Soki to lingi, kolonga. Il faut to bossa na ba problème na biso entre Congolais. » La vérité, elle est là. C'est cela la vérité. C'est cela l'enjeu. Le mouvement centriste est avant tout un mouvement patriote dans de telles circonstances. Chacun de vous ici peut être un acteur pour faire passer notre message. Notre message, c'est le Congo. Notre message, c'est le Congo. Tshisekedi passera, l'UDPS, le régime, ça passera. Le régime Kabila est bien passé. « 2028, ce n'est pas si loin. Mais êtes-vous prêts? Je vous regarde dans les yeux. Le grand pays que nous sommes, 100 millions d'habitants, 2 345 000 km². Êtes-vous prêts à être une nation vassale du Rwanda? Vous, fils de Mobutu, fils de Mzee Kabila, fils d'Etienne Tshisekedi, descendant de Kimbangu, vous qui avez tenu tête aux colons belges, êtes-vous prêts à être la nation vassale du Rwanda? 27 000 km². Voilà le Rwanda. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque d'abord la solidarité nationale. Ne sont rien face au Congo. Nous aurions une nation solidaire et les ennemis du Congo sauraient qu'on ne peut pas aller. C'était donc mon propos introductif, un peu militant, mais surtout patriote. C'est ça, mes vœux pour le mouvement centriste. C'est que le Congo, composé de Congolais, se réveille.
à nos dirigeants, je dirais, vous ne pouvez pas gagner seul. Vous ne pouvez pas gagner contre votre opinion ou une partie de votre opinion. Vous ne pouvez pas gagner contre votre opposition. Vous ne pouvez pas gagner contre la société. Il est temps de faire appel, de faire le rappel de tous les Congolais autour de ce combat, de faire le rappel de toutes les intelligences, de toutes les expertises et surtout de toutes les expériences que nous avons. Moi, j'ai soutenu dès le départ que dans la situation que nous traversons, notre pays ne peut pas se permettre des économies d'initiative et nous invitons le chef de l'État à mettre cela en avant. On ne peut pas se permettre des économies d'initiative. Sur le plan militaire, je pense ici à tous nos papas généraux qui connaissent ce pays, qui ont des formations. Je ne suis pas un militaire, mais je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'un général comme Etumba, diplômé de l'Académie royale de Belgique, chef d'état-major pendant plus d'une dizaine d'années, aujourd'hui à la retraite, mais vaillant, en forme. Je ne peux pas douter un seul instant que la mobilisation de ces expériences-là, on a une grande école ici qu'on appelle l'école des hautes études stratégiques et militaires, si je ne me trompe, le CHESC. Mais tout ça, ça doit être mis au service de cette guerre. Tous ces hommes expérimentés qui sont à la maison, des militaires bien formés, qui pourraient être dans une loyauté plus importante que celle des politiques. Allez, le président réunit des politiques, Union sacrée et autres. Des politiques, on peut les réunir, on peut parler des questions stratégiques. Des politiques, on peut les réunir, on peut parler des questions stratégiques. Mais on aurait peur des militaires, qui sont des gens assermentés, qui lorsqu'ils s'engagent pour leur vie. Peter Chirimwani, notre général, le prouve. Moi, je pense que ces militaires, même à la retraite, je pense que nos experts de cette grande école, je pense que l'armée dans son ensemble doit pouvoir s'asseoir et poser les bases d'une vraie réflexion rapide, urgente. Le Rwanda ne peut pas continuer à jouer avec le Congo. Vous savez, c'était déjà l'échange de vœux en premier lieu, et puis le président a fait un très bel exposé par rapport à ce que nous avons comme vision. Vous savez, depuis 3 décennies, la RDC est frappée par 2 mouvements. C'est-à-dire qu'à l'est de la RDC, il y a la guerre. Et cette guerre est menée par les gens qui sont soudoyés par le Rwanda, avec intention d'installer chez nous à chaque fois des présidents. Vous savez, depuis l'AFDL, le Rwanda était derrière l'AFDL, ils ont installé le président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que Mouzé, à un moment donné, c'était un président de fait, mais le vrai président était à Kigali. Alors, ils ont essayé de faire ça aussi quelques temps après avec l'impulsion qu'on a donnée en 1+4. Mais nous, le centre, maintenant, nous voulons dire il faudrait qu'on arrête l'hégémonie rwandaise ici en RDC. Ce n'est pas le Rwanda qui doit décider de qui sera le président en RDC. Vous savez, aujourd'hui, il y a un mouvement rebelle qui vient déjà avec Corneille Nangaa. Mais imaginons, dans le pire des cas, que Corneille Nangaa arrivait à Kinshasa et devenait le président de la République. Ça sera un président de fait. Et le vrai président serait à Kigali, Paul Kagame. Nous, le centre, nous disons aujourd'hui non à cette histoire-là. Le Rwanda ne peut plus s'ingérer dans l'affaire de la RDC. Il faudrait que le destin, la destinée de la RDC soit entre les mains de vrais Congolais. Nous avons Lumumba qui a dit que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Nous avons le prophète Simon Kimbangu qui a dit que le Congo doit être géré et écrit l'histoire du Congo par nous. Il est temps que le centre vienne avec des propositions. Vous savez, on a parlé de 100 propositions. Parmi l'une d'elles, c'est que la jeunesse. Vous savez que la jeunesse, c'est une force. Hier, la jeunesse
jeunesse était les spectateurs ou téléspectateurs de ce qui se passe à la télé. Aujourd'hui, le centre veut prendre la jeunesse et le mettre en avant-plan. La matière que nous voulons utiliser, c'est d'abord la matière, ce qu'on appelle la matière primaire, l'homme, c'est-à-dire que le cerveau de l'homme. L'homme jeune ne doit pas être ce jeune-là qui porte le sac pour celui qui dirige le pays. Ce jeune-là qui met un polo avec le nom et l'effigie d'un autre acteur politique. Alors que la jeunesse peut aussi travailler dans l'action de la politique de la RDC, raison pour laquelle le président a parlé de cet enchevêtrement des valeurs patriotiques. Où que je suis, je dois me munir de valeurs patriotiques pour bien servir la nation. Je suis jeune. Aujourd'hui, regardez le gouvernement. La plupart de ceux qui forment le gouvernement aujourd'hui sont des jeunes. Mais si eux, ils sont arrivés là-bas, pourquoi pas vous et moi? Nous sommes tous jeunes. Voilà pourquoi le président a voulu vraiment marteler sur la jeunesse et dire que la jeunesse, ce n'est pas la force de demain, c'est la force d'aujourd'hui. Et que le Rwanda ne peut plus s'ingérer dans l'affaire de la RDC avec des rébellions ici et là pour qu'on ait des présidents des fêtes. Maintenant, il faudrait que la jeunesse se lève afin que le président qui va diriger la RDC ou qui dirige la RDC soit un président dans un pays qui est souverain, avec la souveraineté d'esprit aussi. Non, l'activité d'aujourd'hui, c'était d'abord un échange de vœux et un brainstorming du mouvement politique Le Centre qui recadre sa politique ou son combat politique par rapport à la priorité de l'heure. Et la priorité, c'est la guerre. La guerre qui nous est faite par le régime de Paul Kagame, le régime qui terrorise déjà le Rwanda et qui veut faire main basse sur les richesses du Congo. Nous avons pensé rappeler tous les compagnons du centre, mais à travers eux, tous les Congolais du Nord, tous les Congolais du Sud, tous les Congolais de l'Est et de l'Ouest, pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre pays est en danger. Et ce danger, c'est un danger de balkanisation parce que les Rwandais n'ont jamais eu qu'un seul objectif, c'est de faire main basse sur les richesses de notre pays. Et donc il fallait réorienter notre lutte politique et appeler tous les Congolais de tous les bords et de tous les coins ou tous les partis politiques qu'ils soient, peu importe qu'ils soient dans l'opposition, ou qu'ils soient à la majorité, pour que tous comprenions qu'en réalité, la haine que nous pouvons avoir contre le président de la République ne peut pas justifier que nous puissions avaliser ou soutenir le combat qui nous est mené, ou la guerre qui nous est menée aujourd'hui par le Rwanda. Parce qu'en réalité, ce que veut faire Kagame avec Nanga et consorts, c'est de pouvoir placer à la tête de ce pays un président fantoche. Et donc il est temps, comme en 1998, lorsque les Congolais se sont levés, ils sont arrivés à Massina, ce sont les Congolais qui ont brûlé les militaires rwandais, les rebelles rwandais qui étaient arrivés ici. Et donc il faut que cet esprit revienne. C'est pourquoi nous avons, avec tous les compagnons de lutte qui ont répondu à l'invitation du président Kambinga, raviver cette flamme patriotique pour réorienter notre combat politique vers ce patriotisme que chaque Congolais doit avoir contre l'agression qui nous est imposée par le régime rwandais.